Bonjour, je m'appelle Samy Guillermet. Déjà, merci à tous d'être là, merci au Web2D de m'accueillir, merci à Cyril d'avoir pensé à moi sur ces sujets-là. Je vais vous parler un peu de la réalité virtuelle et de l'impact qu'elle a et qu'elle va avoir sur notre représentation du monde. Pour ce faire, je vais vous parler de deux choses que j'apprécie particulièrement, donc la réalité virtuelle et moi. Donc je pense que mon histoire va être un bon vecteur pour raconter un peu l'approche que j'en ai, l'approche que j'en ai eue, l'approche que j'en ai maintenant, et l'approche que je défends aussi maintenant avec la VR Connection. Waouh! Donc voilà, je m'appelle Samy Guillermet, je suis directeur créatif de la VR Connection. J'ai un parcours comme tout le monde atypique. J'ai un bac cinéma audiovisuel parce que quand j'étais petit, j'adorais raconter des histoires et c'était un truc auquel j'étais très très sensible très vite. Et ensuite, j'ai commencé des études. J'ai commencé par l'histoire de l'art où je suis resté une vingtaine de minutes en cours sur toute l'année. J'ai ensuite recommencé du coup les beaux-arts où je suis resté une année. Ensuite, j'ai recommencé les Beaux-Arts où je suis resté 2 ans. Et ensuite, je suis très vite parti travailler en freelance, faire du graphisme pour des groupes de musique, etc. Ça a pris chez moi. Je me suis passionné pour la création, pour l'image, pour tout ce que ça pouvait apporter et tout ce qu'on pouvait partager avec. Et donc, je suis parti en tant que freelance pendant un peu de temps. J'ai ensuite fait le pas d'arriver sur Paris et de me lancer aussi un peu dans le motion design, avec toujours cette approche-là de me dire que tout ce que je faisais moi et tout ce que je voulais approcher moi, c'était raconter des histoires. Alors, je suis très très mauvais en orthographe, du coup je me suis très vite orienté vers l'image, ça me permettait d'être plus à l'aise, de contrôler plus les choses. Et un jour, c'était maintenant il y a 9 mois, mon voisin du dessus, alors j'habite dans une cour qui est un peu une cour dans Paris, qui est un peu un espèce de petit village, on se connaît un peu tous. Mon voisin du dessous, je savais qu'il était producteur de cinéma, donc forcément, moi en tant que motion designer qui fait de la vidéo, qui est en train de raconter des histoires en vidéo, c'était assez intéressant l'approche et la façon dont il travaillait. Donc il est venu me voir et il m'a dit je lance un truc en VR, je lance un projet sur la VR, viens avec moi, viens bosser avec moi, on va bosser ensemble, en me disant d'abord on va faire un film pour raconter un peu la VR. Donc très franchement, et là mon effet d'annonce rate complètement. Voilà. Très franchement, mon mantra dans le travail, ça a toujours été de tout essayer, d'aller partout et toujours de créer des trucs. C'est une base simple. Euh, j'ai toujours cette logique d'essayer les choses parce que, enfin, de tester, de découvrir. Sinon, c'est triste, quoi. Sinon, on s'ennuie, on fait la même chose toute la journée. C'est un peu enfoncer une porte ouverte et c'est un peu très très ronflant. Les grosses typos comme ça fait très soche. Mais je pense que c'est important aussi d'assumer ce côté-là. Et donc, il est venu me voir et il m'a dit viens, on va faire un film sur la VR. Voilà. Au début, clairement, je vais être très très franc, et c'est pas forcément la meilleure façon d'en parler, mais je préfère être tout à fait honnête avec vous. La VR, je me suis dit ok, bon, on va mettre des casques à des gens. Déjà, moi, les lunettes en 3D dans les cinémas, ça me fait mal à la tête, je trouve ça nul. Je trouve que ça apporte pas grand-chose, très franchement. C'est un effet. Enfin, pour moi, on était sur un effet, quoi. On était sur une espèce de bulle d'un truc qui allait pas forcément marcher, etc. Donc vraiment, au début, il m'a parlé de VR. Je me suis dit bon, bah, c'est cool, ça fait un contrat, ça fait des sous, c'est bien. Et on en a parlé. Lui était vraiment convaincu du truc, il croyait à son truc. Donc au final, je me suis dit bon bah allons-y, testons le truc, quoi. Donc j'ai mis un casque. Et là, vous savez, dans les moments d'épiphanie qu'on définit un peu, on en parle beaucoup, on les raconte bien au cinéma, à la télé, etc. Et là, en fait, au final, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un truc où moi, qui suis quand même assez pétri de codes de cinéma, de narration, de montage, de rythme, etc., je me suis retrouvé dans un univers complètement isolé de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage en réalité virtuelle, il n'y a pas de... Voilà. Et au final, ça a très très bien marché. Parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a hacké mon cerveau. Alors c'est un grand mot, hacker un cerveau, tout ça, c'est un peu flippant. Mais cela dit, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement et je pouvais tourner autour des objets. Et je me suis dit, putain, waouh, excusez-moi pour le langage, mais c'est effectivement ce que je me suis dit. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où on contrôle absolument tout ce qu'on peut, tout un environnement, on peut créer un monde parallèle, voilà. Et moi qui ai quand même passé beaucoup de temps à lire du Philippe Cadic, à jouer à World of Warcraft, etc., tout ce qui est monde parallèle, je vais être très très franc, c'est un truc qui m'intéresse clairement, parce que c'est aussi une forme de refuge, etc. Enfin, ça a touché à une corde sensible chez moi. Donc j'ai rejoint du coup d'abord en tant que réalisateur de leur film de lancement, qui a jamais eu lieu d'ailleurs, Yann si tu m'entends, et très rapidement en tant que directeur créatif, la VR Connection. La VR Connection, qu'est-ce que c'est? C'est un GIE, donc dans la réalité virtuelle en Europe. C'est le premier, c'est une structure un peu particulière.
Et alors là, vous allez me dire, ou pas, mais si vous ne le dites pas, ça coupe ma transition, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que c'est un GIE? Eh bien, un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est une structure juridique très très light. C'est-à-dire qu'en vrai, on est 6 personnes et qui permet en fait de réunir dans un écosystème, on va dire collaboratif, parce que c'est effectivement le cas, un nombre d'entreprises illimité et d'être à même d'absorber des appels d'offres en amont et de les redispatcher, et en gros de créer des Dream Teams. Donc ça a commencé il y a 6 mois, on était 20 entreprises. Aujourd'hui, on est 56 entreprises, donc le concept marche, fonctionne. On regroupe les acteurs principaux de la VR en France. On regroupe des studios de production, on regroupe des ingénieurs, on regroupe des philosophes, des scientifiques. On regroupe tout ce qui touche à la VR. Le tout sous des valeurs communes. Un principe de base qui est l'innovation, l'éthique, la collaboration, et vraiment dans une logique de production. C'est-à-dire qu'il y a déjà des think tanks qui existent, il y a déjà plein de gens qui en parlent, qui réfléchissent à ce que sera la VR de demain. C'est super bien, c'est super important de le faire. Nous, on a vraiment voulu être dans la logique de production. On a voulu être dans la logique du faire. On a voulu être dans la logique de s'emparer de ce marché, qu'on croit être un marché, et de le structurer pour que justement on se fasse pas avoir à la fin, on se retrouve pas dans un marché qui ne ressemble pas, aux gens qui fabriquent ce marché-là. Donc on s'est emparé de ce marché-là. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'impact de la VR sur notre représentation du monde. Personnellement, quand j'ai reçu le sujet, j'ai eu super peur, clairement. Je suis assez littéraire, etc. J'ai fait un bac littéraire et j'ai vraiment eu l'impression d'être face à un sujet de philo, quoi. La représentation du monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Daniel Arras qui nous parle de la peinture du XVIIe siècle. Il y a plein de choses à en raconter, la représentation du monde. Écoutez, je pense qu'on peut commencer par un petit état des lieux de ce que je vois, de ce que je connais de la VR, à travers mon prisme à moi, qui est le prisme créatif, qui est le prisme aussi de bouger un peu partout dans le monde et en France pour voir un peu tout ce qui se fait en VR, pour tester aussi tout ce qui se fait en VR. J'étais à Cannes, j'étais à Laval, j'étais à Las Vegas, enfin, j'ai été voir à peu près tout ce qui se fait, et j'ai toujours une approche assez naïve des choses, parce que je trouve que c'est important et que moi la première fois que je suis allé au cinéma, après que j'ai découvert comment ont été faits les films, j'avais plus l'innocence, quoi. Et du coup, j'ai toujours entraîné mon cerveau à revenir dans l'innocence du premier contact des choses, même si des fois c'est impossible. Alors, sur la VR, ça a cet intérêt-là. Et donc, un petit état des lieux de la VR. Donc la VR, à l'heure actuelle, c'est deux choses. C'est déjà un énorme effet de hype. Tout le monde en parle, toutes les marques veulent en faire, tout le monde vous dit que c'est le truc le plus intéressant du monde. Je vais aller un peu dans leur sens parce que je suis complètement convaincu par ce nouvel outil. La VR, pour moi, c'est un vrai nouveau médium créatif. Ça va toucher à tous les métiers qui sont aujourd'hui l'image, le son, la narration, l'émotion, les sensations, etc. etc., etc. C'est un médium qui permet, et c'est d'ailleurs le premier de l'histoire de l'humanité, même si c'est un peu encore une fois ronflant, mais c'est le premier médium qui permet non pas de raconter des histoires, non pas de montrer des aventures, mais de faire vivre des choses aux gens, de créer des souvenirs, de créer des moments, de créer des trucs, et des vrais souvenirs. C'est-à-dire qu'on est dans la plastique du cerveau, on va parler au cerveau, on va lui envoyer des informations visuelles, auditives, et on verra que ça va encore augmenter, on pourra aller sur de l'odorat, on pourra aller sur plein de choses, mais on va vraiment créer un moment, un espace de temps dans lequel on aura une vraie expérience complète. Et les applications, mais alors c'est ahurissant, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment tout. Les grands médiums, les grandes applications qui s'en sortent aujourd'hui, c'est le divertissement, forcément. On a tous envie de commander en tout cas, moi j'ai très envie de commander un méca et de faire des trucs complètement ouf en VR dans cette logique-là. La formation, parce que clairement, ça réduit les coûts, ça réduit le temps d'apprentissage, et vous apprenez plus par la théorie, mais directement par la pratique. On peut s'entraîner aujourd'hui, par exemple, à manipuler de la mécanique lourde depuis son salon, sans avoir besoin de bouger, sans avoir besoin de se former, sans avoir besoin de soulever des grosses charges, etc. On peut faire de l'architecture, on peut faire énormément de choses. La santé aussi, parce que c'est un outil de hack du cerveau. Notre cerveau, c'est quand même un outil, c'est quand même l'essence même de l'humanité, sensiblement. Et du coup, on va pouvoir aller traiter des phobies, aller traiter des peurs. On peut voilà, énormément de choses de ce côté-là. La relaxation aussi, évidemment, parce que quand on a commencé, nous, à travailler sur les distributions de la VR, on serait très vite retrouvé avec des gens qui venaient nous voir en nous disant hey, quand est-ce que vous faites des salles de shoot? On était là genre ok, et des gens en fait qui avaient ce besoin-là de se dire bah tiens, la VR, moi la première chose que je vois avec la VR, c'est que je vais me poser dans une salle avec un fat boy et pendant 20 minutes je vais être complètement chill, quoi. Je vais être dans un univers complètement psychédélique, on va me passer de la bonne musique et ça va me relaxer de ma journée de bureau qui était difficile.
Hop, donc un super médium absolument complet et des applications infinies. Aujourd'hui, pour faire un peu un état des lieux, c'est grossier, hein, enfin c'est grossier, c'est assez vulgarisant, mais je pense que ça donne un bon aperçu de l'état des choses aujourd'hui. On maîtrise complètement. On maîtrise énormément, en tout cas, la vue et l'ouïe. Et on a deux outils principaux de diffusion en VR qui sont la vidéo 360, donc la vidéo, c'est-à-dire sans stéréoscopie, sans effet de profondeur, sans pouvoir tourner autour des objets, et la 3D, donc avec les deux moteurs principaux qui sont Unity et Unreal. Très rapidement, et je ne vais pas m'aventurer à vous donner une date parce que je pense que ça va aller bien plus vite que ce que je prévois. On va commencer à arriver sur l'odorat, le toucher, l'haptique et le déplacement. Le déplacement, c'est pour le moment une vraie problématique. On cherche plein de méthodologies pour y arriver. Et aussi, de l'autre côté, en techno, on va avancer sur de la vidéo dans laquelle on va pouvoir tourner autour des objets. Il y a une très belle démo d'IBM, ils appellent ça de la walk around vidéo. Il y a une très belle démo, on est au Vietnam. Et vraiment, c'est un film, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une résolution cinéma, on voit vraiment les choses. Et d'un seul coup, ils ont mis une tech, ils ont créé un rig à 1,6 million, je crois, sans dire de bêtises, avec 16 caméras RAID, et 2 litros, et du coup, on peut tourner autour d'un objet. C'est-à-dire que vous êtes dans une vidéo, vous êtes dans un film, aujourd'hui, et vous allez pouvoir tourner autour du tonneau qui y a devant vous, décaler un petit peu pour voir les différentes perspectives sur la vache. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver très vite, aussi avec la 4K. Et déjà, pour vous parler aussi un peu de l'état des lieux de ce qui se produit aujourd'hui, et là j'ai pris des exemples français, on va pouvoir s'entraîner avec Thomas Pesquet. Il y a la 25e heure, qui est une boîte de production avec qui on travaille, qui a filmé l'entraînement de Thomas Pesquet dans la piscine, qui a filmé le décollage, qui a filmé l'atterrissage. Et on va pouvoir aller avec lui, avec un simple casque, un Samsung Gear par exemple, ou un HTC Vive. On va pouvoir suivre avec lui l'entraînement d'un astronaute, ce qu'il va vivre, ce par quoi il va passer. On va aussi pouvoir traiter son anxiété, j'en parlais tout à l'heure, c'est une entreprise qui s'appelle C2Care et qui va travailler sur arrêter de fumer grâce à la VR. J'ai peur de conduire parce que j'ai eu un accident, comment je vais traiter mes phobies? Et ben on va créer tout simplement, en fait, on va donner les outils à un médecin, un environnement dans lequel vous allez pouvoir contrôler la pluie, le temps, la vitesse des voitures autour de vous, etc. On va pouvoir aussi, là dans le divertissement et aussi dans le sport, on va pouvoir très bientôt, jouer incarner un rugbyman. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir besoin de faire les mouvements, vous allez vraiment ressentir l'effet du stade et l'effet de rentrer dans une équipe, etc. Et il y a des choses qui apparaissent de plus en plus et qui sont vraiment super intéressantes. Par exemple, cette étude-là, elle explique qu'en fait, en traitant la douleur avec de la VR, on a des résultats qui sont deux fois meilleurs que ceux de la morphine. C'est-à-dire que, en fait, en hackant le cerveau, on n'a plus besoin d'être dans la chimie, on n'a plus besoin d'être dans des effets physiques, mais juste avec des effets mentaux. C'est-à-dire qu'ils simplement, ils ont fait des tests avec des grands brûlés. Donc il y en a qui ont traités à la morphine et d'autres qui ont traités en leur faisant jouer à des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils jouent à des jeux vidéo, il y a des boules de neige. Donc on doit acheter des boules de neige, on doit être avec des bonhommes de neige, etc. Et en fait, ça marche mieux que la morphine. C'est-à-dire qu'on est dans un état qu'on peut qualifier de transe d'une certaine façon, mais la réalité virtuelle amène le cerveau à se dire, en fait, ça va. Techniquement, ça va pas, mais c'est assez intéressant ce que ça peut générer. On veut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, se former. Donc ça, c'est des choses qui sont en développement partout. On travaille avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de grands groupes, avec beaucoup de petits groupes, avec plein de gens différents qui travaillent sur l'idée de formation, parce qu'il n'y a rien de mieux pour le moment, enfin en tout cas de mon expérience, pour apprendre que de faire. Et donc en VR, on peut faire. Donc on peut, par exemple, s'entraîner à devenir astronaute et plus avoir besoin d'aller dans l'espace, par exemple. C'est des choses qui vont arriver assez vite, je pense. Mais ce qui est intéressant, et je pense que ce qui est aussi le sujet du panel et de ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est le futur. C'est-à-dire que, comme mon prédécesseur a pu le dire avec l'intelligence artificielle, etc., j'ai pas prétention à... Enfin, je pense qu'il faut pas se dire demain ça sera ça. Demain ça sera ce qu'on en fait. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir cette approche-là. Et c'est aussi ce qu'on défend pas mal à la VR Connection. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le meilleur outil immersif? Comment on réfléchit les choses? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, j'essaye beaucoup de choses en VR, j'essaye beaucoup de trucs, et j'ai un vrai problème. C'est un peu alarmiste ce que je vais vous dire, et ça peut paraître un petit peu militant, et j'assume vraiment. J'ai un vrai problème, c'est que la VR, il y a un effet waouh. C'est-à-dire que vous mettez un casque à quelqu'un, et c'est fou, quoi, c'est fantastique. On peut vraiment... Voilà, juste cet effet waouh là, pour moi, il a 2-3 ans d'existence parce que les gens vont finir par avoir tous testé, donc avoir tous cet effet waouh là. Et j'ai un vrai problème avec les gens enfin, l'approche qui est de se dire bon bah l'effet waouh c'est bien, ça fait vendre. Maintenant,
Bon, c'est ok, quoi, ça marche, ça vend. Et j'ai rencontré plein d'expériences qui font très peur, qui sont problématiques, qui par exemple font de la motion sickness et donnent aux gens envie de vomir. Je pense que tout le monde, beaucoup de gens ont eu accès à cette vidéo-là. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui m'a vraiment, qui me fout hors de moi, quoi, clairement. Parce que l'outil qu'on a aujourd'hui et l'outil de la VR, c'est un outil exceptionnel, oufissime. Et les premières approches et les premières erreurs qui ont été faites, typiquement celle-ci, c'est de l'approcher sans réfléchir, tout bêtement. C'est-à-dire que sans se poser la question, s'asseoir, essayer. Moi, je sais, techniquement, je suis très très sensible à la motion sickness, donc quel phénomène, entre guillemets, le même effet que le mal de mer en VR, c'est-à-dire que votre cerveau reçoit l'information que vous bougez et votre corps non, donc votre oreille interne, elle dit et donc il se passe ça ou bien des vomissements, à vous de choisir. Et du coup, c'est les premières erreurs qui ont été faites. C'est-à-dire que la première réflexion, elle a été de se dire on va produire du contenu pour montrer ce que c'est la VR, mais jamais de se dire bon, on va produire du contenu, mais si par exemple vous essayez la VR la première fois que vous avez envie de vomir, je suis à peu près sûr que vous allez mettre un peu de temps à réessayer la VR. Et donc du coup, c'est super dommage parce que ça risque de faire un effet bulle et ça risque de casser cet effet-là. Et quand on regarde un tout petit peu ce que nous ont raconté les grands auteurs, les grands réalisateurs, les grands cinéastes sur le futur à travers la réalité virtuelle, et là j'ai pris 3 exemples qui sont Minority Report, Existence et la stratégie Ender. C'est pas joyeux, quoi. Moi perso, c'est des choses desquelles j'ai peur, quoi. J'ai pas envie d'être dans un univers dans lequel je suis complètement isolé et de créer des choses fantastiques dans un jeu vidéo, puis quand j'avais mon casque d'être dans une vie qui est pas fantastique. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on réfléchit au quotidien, on est sensible. Et en fait, c'est tout con. C'est vraiment tout simple. Je vais vous dire vraiment, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'il faut les enfoncer parce que dans cette espèce d'effet pionnier qu'on a sur la VR, il faut pas oublier de rester aussi un peu humain, en fait, tout simplement. Donc pour moi, il faut juste bosser ensemble, intelligemment, et définir aujourd'hui des valeurs communes. C'est un peu le même feedback qu'a mon collègue sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il faut maintenant se poser les questions de ce que va pouvoir faire la VR à l'humanité et ce que va pouvoir faire en positif et en négatif. Et donc, pour moi, et ce que je défends aussi au quotidien à travers les entreprises avec lesquelles je travaille, à travers mes collègues, etc., c'est des principes simples. Expérimenter, parce qu'il ne faut jamais oublier que moi et mes collègues, on est tous habitués à avoir fait de la VR, etc. Donc on peut aussi un peu forcer sur notre truc, on peut aussi un peu pousser. Il y a des expériences aux États-Unis où on va vous vendre une après-midi marijuana et VR. Je ne suis pas fan de l'idée, mais il faut expérimenter, il faut tester, ça c'est important. Définir, parce que pour moi, il faut, à travers ces expérimentations, qu'elles servent à quelque chose, c'est-à-dire à définir des règles. Créer, parce que voilà, pour moi c'est le cœur de toute chose, il faut vraiment réfléchir intelligemment à une grammaire VR, à comment créer des choses et qu'est-ce qu'on peut créer et comment le créer. Et démocratiser, moi démocratiser c'est un truc auquel je tiens, c'est un peu un mot que je répète très très souvent, mais si votre grand-mère utilise de la VR pour la première fois et qu'elle se sent pas bien, elle aura plus envie d'en faire. Si mon petit frère utilise de la VR pour la première fois et que c'est nul, il aura pas envie d'en faire. Donc la démocratisation, elle passe par, pour moi, une vraie logique 2 heures de journée, de pas mettre quelqu'un sur la VR en lui disant bah voilà, je vais te faire l'expérience qui est un shooter énigme où il va falloir que tu te déplaces en même temps que tu tires sur des robots. Non, c'est une énorme bêtise. Pour moi, il faut commencer super simple, parce que la VR, déjà, c'est le vrai effet waouh. Il suffit quasiment pour la première expérience, et je pense qu'il faut l'assumer. Et ensuite, faire, entre guillemets, grandir notre audience. Bon, partager, ça passe par la démocratisation, et toujours avec éthique. C'est un truc qu'on défend, qu'on a défendu sur toutes les interventions, sur chaque personne avec qui on discute, c'est l'éthique. Pour moi, c'est aberrant aujourd'hui d'avoir des expériences VR où on tue quelqu'un, parce qu'on ne sait toujours pas ce que ça fait sur le cerveau. C'est aberrant pour moi d'avoir des expériences auxquelles... Mes 2 cofondateurs ont 3 ans de VR derrière eux, où ils sont allés tout tester. Ils ont vraiment testé des trucs qui sont vraiment stupides et 2 très très violents, quoi. Et pour moi, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il faut vraiment dès maintenant se dire ok, on va peut-être pas commencer par tuer notre média en faisant entre guillemets des conneries. On va réfléchir intelligemment. Et c'est un peu ce qu'on défend au quotidien. Hop. Pour que demain, la VR, ça soit bien, ça soit intéressant, ça soit un vrai vecteur, un vrai nouveau médium, qu'un handicapé lourd puisse aller faire du surf à Hawaï, qu'on n'ait plus besoin d'envoyer des astronautes dans l'espace, parce qu'au final, avec une bonne caméra VR, etc., on pourra faire ces applications-là. Que le jeu vidéo et que la social VR, qui sont des sujets sur lesquels à peu près tout le monde travaille, on a vu Facebook, etc., soit pas non plus un outil d'isolement. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez important aujourd'hui, c'est que dans la VR, on est seul pour le moment. Et on est seul. On a un casque, un casque sur la tête, un casque sur les oreilles, on n'entend rien, on est isolé. Et je pense qu'il y a déjà dès maintenant une réflexion à avoir du côté, en tout cas des producteurs de contenu, sur ce que ça implique. Parce que ça implique aussi... la solitude, c'est quand même quelque chose dont notre société nous éloigne le plus possible, mais par paradoxe, nous rapproche aussi énormément de ça, quoi. Donc, on réfléchit aussi, nous, sur notre approche du partage de la VR, de comment raconter nos histoires en VR.
Il reste encore plein de choses à faire, et je pense qu'on arrivera à le faire avec les entreprises avec lesquelles on travaille, avec les 56 et j'espère bientôt les 500 si possible, encore plus, et dans le monde, pour que les producteurs et les gens qui produisent le contenu aient cette responsabilité-là, cette éthique-là, et pour que demain on puisse tous faire de la VR et que ça soit cool et que ça soit pas enfermant. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet. C'est assez superficiel comme approche, et je suis complètement disponible derrière pour discuter de tous les autres sujets qui tiennent à la VR, et j'espère que ça vous a plu.